Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous recevons Christian Estèbe qui a sorti le 22 octobre dernier un livre qui s'appelle La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP. Et pour l'interroger ce soir, nous partons un peu plus haut que Christian qui est à Marseille. Nous partons à Villard-de-Lans, retrouver Françoise Tessier dans sa librairie Autant retrouver. Avant de vous laisser la parole, je vais rappeler aux spectateurs qui peuvent poser des questions en utilisant l'onglet Converser et je reviendrai à la fin de votre échange pour les poser à Christian. Françoise, Christian, je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier Frédéric de Galt et Nathalie Couder parce que c'est un gros travail, c'est une belle idée, ces rencontres numériques. Donc voilà, merci. Et puis je veux dire que je suis très heureuse d'animer cette rencontre avec Christian Estèbe pour ce livre donc qui vient de sortir, qui est sorti le mois dernier, La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard. On va peut-être commencer par faire une petite présentation parce qu'il se peut que quelques personnes ne vous connaissent pas, Christian. Donc, je tente une présentation et si jamais il y a des choses à redire, à compléter, voilà, je vous fais confiance. Donc, vous êtes né en 1953 à Montpellier. Vous êtes issu d'un milieu plutôt modeste. Oui. Vous avez toujours aimé lire. Vous avez commencé à écrire à l'âge de 15 ans. Oui. On peut dire que c'est une vocation. Oui. Que la littérature, l'écriture et vous, c'est une grande histoire d'amour puisqu'elle dure toujours. Il me semble aussi que la littérature et l'écriture vous ont plusieurs fois sauvé la vie parce que ça, c'est plutôt d'après la lecture de certains de vos livres. Voilà, il me semble que c'est ça. Vous êtes un fin connaisseur de la littérature. D'ailleurs, vous avez écrit un très beau livre qui s'appelle Petit exercice d'admiration aux éditions Finitude, en hommage à Marc Bernard, que vous aimez particulièrement. Donc voilà, vous avez, là, vous publiez votre 11e livre, le 6e aux éditions Finitude. Le premier, c'était en 1982, c'était Piano Bar. Ouais. Vous avez écrit aussi pas mal de nouvelles que vous avez publiées dans différentes revues. Et là, le format court vous va bien aussi. Alors tout ça, c'était pour l'essentiel. Et puis après, il a bien fallu vivre. Donc vous avez exercé différents métiers. Mais tous dans le livre. Tous dans le livre, toujours, toute ma vie. Voilà. Donc, à partir de 19 ans. Ouais. Chez des éditeurs, libraires, documentalistes, bibliothécaires, bouquinistes, VRP. VRP. Et aujourd'hui, vous vous consacrez à l'écriture. Ouais. Un peu bouquiniste aussi, quand même. Encore. Ouais, encore un peu. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié de dire et qui soient utiles pour la rencontre? Non, non, vous n'avez rien oublié, François, ça va. C'est bon. Parfait. Donc, pour compléter quand même, moi, je vous demanderais bien tout de suite de nous dire quel lien vous faites, pour vous, entre vivre et écrire. Il n'y a pas de... C'est la même chose. C'est comme si vous me demandiez comment vous faites pour respirer. Je n'imagine pas, moi, vivre sans écrire. De toute façon, c'est plus compliqué parce que moi, j'ai un rapport au livre, à l'objet livre aussi, puisque j'en ai vendu, j'en ai diffusé, j'ai été lecteur dans des maisons d'édition, etc. J'en ai écrit. Donc, pour moi, c'est un tout, en fait. Il n'y aurait pas d'un côté les livres et de l'autre côté l'écriture. C'est la même chose pour moi. Écrire, c'est aussi faire un livre, quoi. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence pour moi. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Quand j'étais commercial, puisque je ne suis plus commercial, pour moi, la respiration importante, c'était de pouvoir être dans une chambre d'hôtel le soir et me mettre à écrire ou m'arrêter des fois entre deux clients et puis me mettre à écrire. Mais vous savez, Bernanos, il faisait ça quand il était représentant. Bernanos n'était pas représentant, il était assureur. Et donc, de temps en temps, il s'arrêtait entre deux clients et il se mettait à écrire. C'est comme ça qu'il a écrit Sur le soleil de Satan, par exemple. Il y a d'autres exemples. Mais quand je pensais vivre et écrire, je pensais aussi le lien entre ce que vous vivez et ce que vous écrivez. Ah, alors oui, c'est toute une alchimie, ça, un peu complexe parce que on parle souvent, vous savez, de cette navette qui va et qui vient entre la réalité et la fiction, où on s'aperçoit à certains moments que la fiction et la réalité, c'est un peu tout un, et que finalement, quand on écrit un roman, alors certains disent oui, c'est de l'autobiographie romancée, donc c'est pas vraiment de la littérature, ou c'est un peu facile, mais on tricote finalement, hein, on tricote tout, du texte, au fond. C'est ça qu'on fait. On tricote du texte. Voilà. Et après, on relit. Alors, ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est qu'il y ait la musique.
Tant qu'il n'y a pas la musique dans un livre, ça ne va pas. Il ne suffit pas d'un texte. Le texte, c'est bien, mais il faut que ça sonne. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Et l'écriture, enfin, les livres que vous écrivez, vous les tricotez à partir de votre vie. Oui, c'est vrai que l'autobiographie est importante, ouais. Oui, c'est vrai que l'autobiographie est importante, absolument. Mais par exemple, dans Piano Bar, puisque vous parliez tout à l'heure du premier livre, Piano Bar, moi, quand j'écris Piano Bar, au départ, quand j'ai 14 ans, moi, je veux être un romancier d'aventure. Je ne veux pas du tout être un romancier de littérature blanche. Je ne viens pas je viens pas de ce monde-là. Et donc, je veux être un romancier d'aventure, moi. Moi, j'ai lu Zévaco, j'ai lu Balzac, j'ai lu San Antonio, j'ai lu les grands écrivains. Et donc, c'est ça que je veux faire. Mais comme je ne sais rien, tout ce que j'écris, c'est très mauvais, mais j'envoie déjà à des éditeurs. Je me rappelle être parti en mobilette à Paris pour ramener mon manuscrit à Henri Bonnier, qui était le directeur des éditions Albin Michel. Vous imaginez un type de 22 ans qui traverse la France en mobilette pour ramener son manuscrit chez un éditeur. Ce type me regardait comme si j'étais véritablement sorti de terre, quoi. Et je lui donne mon manuscrit. J'étais bien sûr persuadé qu'il allait le publier puisque c'était un chef-d'œuvre, j'étais un grand écrivain. En fait, j'étais surtout un grand allumé, surtout. Et je repars en mobilette à Montpellier. Bon, bien sûr, il m'a rendu mon manuscrit un mois après. Mais moi, je veux être un écrivain. Ce n'est que peu à peu que j'irai vers de la littérature un peu différente et aussi parce que mes lectures se transformeront. On est dans les années 70, donc nous, c'est un peu, on va rencontrer Beckett, on va rencontrer Blanchot, on va rencontrer les gens de tel quel, on va rencontrer tous ces écrivains, on va rencontrer Barthes, et peu à peu, l'écriture va se modifier. En tout cas, pour moi, elle se modifie. Puis moi, je suis en librairie, donc je peux lire tout ce que je veux comme je veux. Vous savez bien que vous avez suffisamment de livres derrière vous, c'est facile. Tout à l'heure, vous avez dit Piano Bar. Moi, j'ai entendu Pierre Lombard. C'est normal? Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire. Pourquoi Pierre Lombard? Parce qu'en fait, quand je publie mon premier livre, donc j'écris ce premier livre qui est l'histoire d'un barman vieillissant dans un palace sur la Côte d'Azur. Et moi, à cette époque, je suis un tout jeune barman qui travaille à Montpellier dans un petit bar près de la gare. Et je vais prendre le contre-pied de ma propre histoire. C'est-à-dire que je me vieillis, je me donne 55, 60 ans, je suis un vieux monsieur qui est un peu homo, un peu hétéro, un peu qui a voyagé mais sans vraiment voyager, et je vais dialoguer avec le pianiste qui est de l'autre côté, qui est un tout jeune type. Bien sûr, moi, je travaille dans une espèce de boui-boui à Montpellier, et j'ai pris vraiment le contre-pied de ça. Et ça s'appellera Piano Bar. Et je l'envoie chez un éditeur qui me le renvoie probablement sans le lire. Et mon copain Echeneke me dit, fais-moi lire ton livre pour voir que je sache un peu ce qu'il y a dedans, parce que depuis que tu nous bassines avec tes histoires d'écrivains, et il le lit, et il le renvoie à l'éditeur avec un mot. Et je suis accepté une semaine après. C'est intéressant quand même. C'est pour ça, Pierre Lombard. Alors, Pierre Lombard, quand je suis un jeune auteur, je vais dans les librairies et je dis, est-ce que vous avez Pierre Lombard? Est-ce que vous avez Pierre Lombard? Parce que je pense que les libraires vont faire des piles. Vous savez qu'on aime bien que vous fassiez des piles quand on est un jeune auteur. Vous savez bien. Et la libraire, qui n'entend pas très bien, avec mon accent en plus montpelliérain, elle me dit, quoi? Pierre Lombard? Non, je n'ai pas Pierre Lombard. Là, je dis, non, Pierre Lombard. Et c'est de là que vient le titre de ce livre. Pierre Lombard, c'est Pierre Lombard. Ça vient de là. On va en parler de Pierre Lombard. Bon. C'est aussi un mystique du XIIe ou XIIIe siècle, je crois. Il y a un Pierre Lombard qui a écrit des écrits mystiques. Donc, tout le monde n'a pas lu le livre, je pense encore. Donc, pour en parler, c'est peut-être bien qu'on le résume rapidement. Donc, c'est pareil, je fais une tentative. Allez-y. Pierre Lombard, c'est un homme qui a 40 ans au moment où se passe le livre. Et il est issu d'un milieu plutôt modeste. Oui. Il a commencé comme lecteur stagiaire dans une belle maison d'édition. Dont il admire le chef, l'éditeur. Il l'admire, il l'aime. C'est son mentor. C'est Étienne Balafon. Et là, chez cet éditeur, il va grimper petit à petit tous les échelons, il va rentrer dans l'équipe de direction. Pour arriver à ça, il va accepter pas mal de compromissions, il va s'agenouiller devant des directives qui sont de plus en plus commerciales et de moins en moins littéraires. Et un jour, il a 40 ans, il dit non. Il démissionne. Et quand il démissionne, en fait, bon, il y a un événement déclencheur, mais il ne sait pas exactement pourquoi il démissionne. Il perd tout, il perd même sa compagne, Muriel.
Et heureusement, il y a son ami Jean Aldebert, qui est un vieux bouquiniste, qui va l'aider à retrouver un boulot. C'est un CDD chez un diffuseur, un petit diffuseur, et donc il va devenir VRP chez ce petit diffuseur. Il va remplacer François Potier, qui a pris 6 mois de congé sabbatique. Et donc là, à partir de là, on va suivre effectivement les aventures de Pierre Lombard. On va partir avec lui dans le sud de la France et dans ses différentes tournées. Il y en aura 7 plus une. Et on va également partir avec lui, l'accompagner dans sa quête intérieure, en fait, dans sa démarche intérieure. Et puis voilà, on ne va pas dire jusqu'où comment ça se termine. Mais voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est ça, le livre? Oui, absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, oui, Pierre Lombard, il y a quelqu'un qui est. Il a dû faire un rapport qu'il ne voulait pas faire. Son dernier rapport, on lui a demandé en fait de saquer un de ses collaborateurs qu'il aimait bien. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Déjà, il y avait un problème dans sa vie à cause de son épouse qui avait probablement fait une fausse couche, etc. Donc ça l'avait profondément marqué, mais il ne se rendait pas compte. Il y a l'usure, la quarantaine, qui est un virage dans sa carrière, et le petit Wemster, puisqu'il l'appelle comme ça, le petit Wemster, il ne veut pas faire ce rapport pour le débarquer. Il ne veut pas. Il ne veut pas parce qu'il en a assez, il en a marre. Et ça, ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. François, je pourrais vous raconter jusqu'à demain matin des histoires de types qu'on a poignardés, à qui on a fait faire des secrétaires, à qui on a fait faire des faux témoignages. Enfin, on sait comment ça se passe dans le monde du travail, et en plus avec le Covid, la violence que ça peut générer aujourd'hui. Bon. Et donc, il dit non. Et puis, il flanque sa... Alors, l'erreur, c'est qu'il flanque sa démission. Au lieu d'aller discuter avec Pierre Balafon, qui est quand même son père spirituel, et de faire une espèce de face-à-face, il balance sa démission. Et là, il devient un traître. Il hurle plus avec les loups, et là, ça se passe mal. Et il s'en va. Mais il s'en va, il ne sait même pas pourquoi il s'en va. Il s'en va parce qu'il en a marre, quoi. Il ne peut plus porter, ça l'a écrabouillé. Et il y a le fameux face-à-face dans la soirée un peu littéraire et branché avec Balafon, où Balafon lui dit « Mais qu'est-ce qui vous a pris, vieux? Vous êtes en train de faire une dépression, il faut vous soigner. » Et personne ne comprend finalement pourquoi Pierre Lombard est parti. Mais lui-même ne comprend pas. Lui-même, il ne comprend pas ce qui se passe. Il a tout accepté depuis toujours. Il est presque au fait, il lui manque franchement. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est qu'il voit, parce qu'il est loin d'être idiot, il voit bien ce qui se passe dans le métier. Et il le dit. Où sont passés les auteurs qu'on venait défendre bec et ongles? Où sont les manuscrits qu'on lisait des nuits entières? Parce qu'il a commencé avec Balafon. Et ils sont devenus de vrais éditeurs de littérature. Il y en a plein, la liste est longue, on pourrait en citer. Hein. Minuit, les débuts du Seuil, Verdier, enfin, on peut en citer. Finitude, on peut en citer plein. Mais voilà que peu à peu, les choses se modifient et que Balafon, il n'est plus le patron de cette maison et qu'il y a un écart qui se creuse lentement entre son équipe, sa garde rapprochée en quelque sorte, et Balafon. Et ça, je pense que lui, Lombard, il ne supporte pas. Donc, il veut partir. Et puis, il a besoin peut-être de... Il ne sait pas, en fait. Le problème, c'est qu'il croit qu'il va retrouver un boulot. Il croit qu'il va retrouver un boulot dans un autre staff sans problème et qu'il pourra... Mais ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas qu'ils l'ont mis sur une liste noire. C'est qu'un type qui est à ce niveau-là, il ne s'en va pas. Moi, j'ai connu des gens comme ça hein, qui se sont fait débarquer. Problème. Mais des fois, ils retrouvent et des fois, non. Donc, il se trouve que là, pour les besoins du récit, Lombard, il ne trouve pas quoi. Et en plus, ce n'est pas une question d'argent parce qu'il dit au départ, le chèque qu'il lui avait fait était suffisamment copieux pour que, un, il la boucle et que, deux, il soit tranquille pour écrire son roman. Il ne retrouve pas, mais il ne recherche pas non plus beaucoup. Il ne cherche non, pas non plus à rester dans non. Et finalement, faire le VRP, ça lui déplaît pas tant que ça. On en reparlera tout à l'heure. Mais déjà, j'aimerais bien savoir ce livre, comment il s'est écrit, en fait, à partir de quand il s'est écrit, parce qu'on a l'impression qu'il est quand même nourri de choses assez vraies, assez vécues. Ah bah oui. Alors, il est nourri de deux choses. Il est nourri de ma propre expérience, il est nourri de mon journal. Je tiens un journal de bord depuis des années, depuis bientôt 40 ans, je pense. Et donc, j'ai noté depuis toujours ces tournées, j'ai noté les anecdotes, j'ai noté... En fait, ce livre, ça fait presque 20 ans que je l'écris, quoi. J'ai pris des notes, j'ai des carnets, j'ai des dizaines de carnets où je prenais des notes en me disant, un jour, tu l'écriras. Et puis, j'ai écrit d'autres choses entre-temps.
Et puis finalement, j'ai fait une première version qui devait faire 300 pages que j'ai envoyée à Finitude et on a travaillé à partir de là. Mais il était beaucoup plus important que ça, mais c'est avec des notes, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des portraits il y a des portraits de bibliothécaires, il y a des portraits d'auteurs, il y a des portraits d'écrivains, il y a plein de choses. Oui, c'est vraiment un livre sur le métier, quoi. Parce que les livres, vous le savez bien, Françoise, ils n'arrivent pas tout seuls dans les librairies. Il faut bien que quelqu'un les porte. Hein. Vous savez, les gens, parce que vous savez bien, Françoise, que les gens ne connaissent rien à notre métier, en fait. C'est un grand fantasme. Ne connaissent rien au métier de quoi? Au métier de la diffusion, de la distribution. Comment les livres arrivent en librairie. Et même les structures de l'édition elles-mêmes, c'est un grand. C'est très vague pour le grand public. Je dis pour le grand public. C'est très vague. Moi, on me demande encore combien je paye pour publier mes livres, par exemple. Il y a des gens qui croient encore que je publie à compte d'auteur. Plutôt mourir, Françoise, entre nous. Plutôt mourir. Ah bah oui. Mais je ne sais pas si vous, en tant que libraire, vous avez des fois des questions un peu étonnantes sur votre métier, quoi. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que le grand public connaît très peu de choses à notre métier, à nos métiers, parce que la chaîne est longue. Avant que le livre arrive chez vous, la chaîne est longue. C'est même pas forcément qu'il existe, ce métier de VRP, en fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Entre l'éditeur et le libraire, en général, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout, c'est les ombres de l'ombre. Hein. Nous sommes les ombres de l'ombre. Hein. Nous sommes les ombres de l'ombre. Donc là, vous avez pris des notes pendant des années, et vous êtes allé piocher dans les notes. C'est un travail de fourmi? C'est un travail de fourmi, absolument. Absolument. Mais j'avais le temps parce que moi, je suis devenu représentant assez tard quand même. J'avais 35 ans ou 38 ans. Et au début, j'ai travaillé aussi pour Verdi, entre autres, mais j'étais un peu freelance, quoi. Je faisais des remplacements, je faisais des boulots parce qu'en fait, je n'ai jamais voulu au départ être un commercial à plein temps. Je voulais absolument garder du temps pour écrire. Pour moi, c'est fondamental. Il se trouve que j'avais besoin d'argent et que je sais vendre des livres assez bien, que j'ai un très bon contact avec les libraires, puisque j'ai été moi-même vendeur en librairie pendant les 10 premières années j'aime pas dire de ma carrière, mais de mon expérience à Montpellier, entre autres. Et donc, souvent, des vendeurs en librairie deviennent représentants. En tout cas, il y a 10 ans, c'était comme ça. Maintenant, c'est vrai que la profession se féminise beaucoup, il y a les ordinateurs, il y a beaucoup de choses. Mais il y a 10 ans encore ou 15 ans, souvent les vendeurs en librairie ou les gens qui travaillent dans le livre devenaient des commerciaux. Et ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Vous avez cette matière brute, vous allez chercher toutes ces choses dans votre journal, mais après, il faut bien donner une forme à ça. Ah ben oui, mais après on travaille pendant des années, quoi. Je veux dire, ça se bâtit pas en un jour, quoi. On écrit, on revient, on écoute la musique, il y a des personnages qui disparaissent, il y en a d'autres qui reviennent, il y a des libraires hauts en couleur qui sont là. Après, c'est tout un travail d'alchimie, mais ça, c'est vrai pour tous les livres. Oui, c'est vrai pour tous les livres. Mais dans ce livre, finalement, et ça ne s'imposait pas forcément, il y a quand même une certaine... c'est un livre qui bouscule. C'est un livre, quand on le lit, qui nous secoue. Et il y a une forme de violence, en fait, dans l'écriture. Il y a de la truculence, mais il y a aussi de la violence. Il y a des choses très tendues. Et pour arriver à ça, c'est vraiment une volonté. Vous avez voulu écrire ça comme ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il fallait que ce soit violent parce que le rapport de Pierre Lombard au monde est violent. Mais parce que le monde est violent, Françoise. Vous avez vu ce qui se passe? Le monde est violent. Lombard, il se fait virer et puis il ne sait plus. Et puis il faut bien qu'il se raccroche à quelque chose parce qu'il le dit au début, quand il arrive, quand il revient dans la grande ville lumière, il croise un SDF au début du livre. Si les gens le lisent, il croise un SDF. Et il se dit qu'elle est belle la pauvreté dans les Fioretti de Saint-François d'Assise. Ouais, elle est belle, bien sûr, mais dans la réalité, quand on est un SDF à Paris, à Marseille, moi je vis à Marseille, j'en vois des SDF, elle n'est pas du tout belle la réalité. Elle est très violente, le monde il est très violent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait un écrivain? Un écrivain, je ne dirais pas comme Stendhal qui promène un miroir, mais il est bien imprégné par ça. Il est bien imprégné par ça. En tout cas, moi, je ne vis pas dans un monde de bisounours, quoi. Et quand on est un commercial, ce n'est pas un monde de bisounours. Je veux dire, les réunions de représentants, les réunions commerciales, les gens n'y assistent pas. Et heureusement, parce que c'est un peu la table de dissection, quoi. Hein? Tout ça est très dur, en fait. Tout ça est très dur. Oui,
Mais après, vous, dans le choix que vous faites de vos images, de vos mots, il y a vraiment, et puis dans le rythme aussi que vous mettez à tout ça, il y a quelque chose de vraiment d'assez violent. Et par exemple, j'ai recopié une petite phrase. Et Lombard se voit mal désormais faire le caniche pour avoir un morceau de viande de l'écuelle dans laquelle il a pissé. Ouais, absolument. Ça aurait pu Ouais, être... les mots, ouais, bien sûr. On n'était pas obligé de le dire comme ça. Ah ben non, mais moi, c'est comme ça que je le dis, parce que parce que j'ai pas peur des mots, quoi. Un écrivain qui a peur des mots, ça commence à poser problème, quoi. Oui, et c'est Moi, j'ai souvent... pas peur des mots. C'est comme ça dans ce livre, mais c'est comme ça aussi dans les livres précédents. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment cette littérature-là que vous voulez. Oui, je pense que moi j'aime beaucoup des écrivains comme Shelby, comme des types qui disent un peu des choses un peu dures, un peu crues. Oui, bien sûr, je suis assez fasciné par ce style-là. Oui, je pense que je dis toujours un peu par provocation, il y a les livres pour s'endormir et les livres pour se réveiller. Moi, j'espère que j'écris des livres pour se réveiller, quoi. J'espère. Oui, il faut s'empêcher de dormir. Après, vous avez aussi à un moment une très jolie phrase pour parler de l'écriture. Je l'ai recopiée aussi, celle-là. C'est passer de l'écrivain à l'écrit vrai, lever le voile des mots d'usage, des mots d'usure. Comment gratter les mots? Écrire pour retrouver en soi ce qui parle à soi, donc à tous. Étroite est la passerelle, et il faut être un peu funambule pour tirer l'or de cette vieille matière corrompue que sont les mots. Ouais. Là aussi, il y a de la force. Et cette idée, ce funambule, vous en faites partie, vous êtes un funambule. Ouais, ouais, qui s'est cassé la gueule des fois, mais qui s'est relevé aussi. Parce que des fois, on peut tomber, mais on peut se relever. Parce que des fois, on travaille sans filet, puis des fois, on nous balance le filet. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Dans un autre livre que j'ai écrit à la part commune, un remarquable éditeur, eh bien, dans les cicatrices des larmes, par exemple, il tombe, mais il se relève. Et se relève grâce à quoi? Oh, il se relève grâce à sa foi, je crois, grâce à son amour de la vie, grâce à son amour de l'écriture. Je pense que moi, plus d'une fois dans ma vie, c'est l'écriture qui m'a sauvé, quoi. Même si j'ai retourné à quatre pattes écrire, c'est l'écriture qui m'a sauvé, ouais, qui m'a maintenu debout, même quand des fois j'étais accroupi. Ouais, bien sûr. Si c'est pas un enjeu de toute une vie, moi je suis lecteur aussi pour des maisons d'édition. Enfin, j'ai fait quand même un peu ce boulot. Et même quand j'étais bouquiniste et que je voyais arriver des jeunes gens ou des jeunes filles avec un manuscrit, je disais attention, c'est pas pour rire ce que vous êtes en train de faire, parce que si vous mettez la main dedans, ça vous absorbera entièrement. Si vous mettez un doigt dans l'engrenage, ce sera pour toujours. Faites bien attention à ce que vous faites. C'est pas gratuit. C'est pas juste un truc comme on fait du golf ou du tennis. L'écriture, c'est quelque chose qui a à voir avec la magie, avec le chamanisme, avec quelque chose de très puissant. Et un copain me disait, mais quoi, quand on a gagné beaucoup d'argent, on prend le blé et on se tire. J'ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que quelqu'un qui a écrit un livre, qui a un peu marché, même s'il n'a pas marché, s'il va au fin fond de la terre de feu, un jour il va rentrer dans un bistrot, il va s'asseoir et quelqu'un va rentrer et va lui dire, mais je te connais toi, c'est toi qui as écrit ce livre. Et tout va repartir. On ne peut pas échapper. C'est d'ailleurs assez terrible. On ne peut pas échapper. C'est pour ça que je dis aux jeunes gens, attention à ce que vous faites, jeunes gens. Et même aux plus vieux d'ailleurs. Et même aux plus vieux. Pourquoi des gens qui ont fait des psychanalyses, qui sont riches, et j'en ai connu, qui sont parfaitement à l'aise, qui ont des femmes magnifiques, des enfants merveilleux, passent la moitié de leur vie le soir à vouloir écrire? Qu'est-ce que c'est que cette pratique mystérieuse qu'on n'explique pas très bien finalement? Pourquoi? Étrange, non? Pierre Lombard, il écrit un peu. Un peu, mais Pierre Lombard, il a un manuscrit dans sa valoche depuis très longtemps, puisque quand il commence à Syracuse, il a toujours ce livre, enfin ce bout de manuscrit, mais qui ne finira jamais, quoi. Il ne finira jamais. Il le sait bien qu'il ne finira jamais. Il le sait bien. Alors, ce Pierre Lombard, à partir du moment où il est VRP, quand même, il y a beaucoup de solitude dans sa vie. Oui. Il va de solitude en solitude. Et c'est parfois lourd, c'est parfois une solitude qui lui apporte quelque chose, finalement. Et cette solitude, en fait, vous en parlez bien. Est-ce que vous pouvez lire page 104? Bien sûr. Je peux lire page 104. C'est vous qui avez choisi la page 104. C'est moi qui ai choisi la page 104, effectivement.
Promenade à pied dans la ville au hasard de la mémoire et des lieux. Les fenêtres du studio où ils habitaient, Muriel et lui, à leur début. Le grand arbre rouge du jardin des plantes où soudain, sa gaufre à la chantilly, la couleur des feuilles, le cri des enfants dans le bac à sable lui avait semblé pendant une seconde, une seule seconde, être exactement là à leur place. Ne plus seulement être de simples éléments du décor, mais exister réellement dans une puissante et profonde vibration. Il se souvenait du tremblement étonné de tout son être, de cette surprise étrange. Était-ce de cet instant qu'était née la secousse provoquant la fissure qui allait changer le cours de sa vie? Il en avait été persuadé ce matin-là. Il y avait derrière les apparences une réalité intangible, une sorte de paradis de pureté, intacte depuis toujours. Cela pouvait avoir à faire avec l'éternité, mais cela n'était que des mots vides de sens. Il y avait quelque chose d'inouï. Dieu pouvait tout aussi bien se trouver dans cette heure de l'après-midi où il avait cessé de jouer à être Pierre Lombard pour goûter cette gaufre à la chantilly. Est-ce que Potier avait vraiment éprouvé ça? Était-ce ça qu'André Ardelais avait cherché toute sa vie, de livre en livre? Ce qu'avait écrit Henri Le Sceau au bout de ses souvenirs d'Aruna Chala? Ah! Alors pourquoi ce passage-là? Hein? Pourquoi cette page-là? Oui, plus qu'une autre. Plus qu'une autre. Parce que il y a quelque chose qui est en filigrane, c'est que Lombard, dans ce boulot, il commence à s'épurer, il commence à réfléchir. Comme il n'est plus rien et qu'il n'est plus personne, et on le lui fait quand même bien sentir, il part. Ce livre, il est dédié au man de Bernanos, le patron, parce que j'aime beaucoup Bernanos pour plein de raisons, mais il va se purifier. Il part et il sait que, mais il ne le sait pas tout ça. Il va se transformer, il va se changer. Le Pierre Lombard qu'il était, il ne va plus être le même quand il arrive. Moi, j'aime beaucoup dans mes livres qu'il y ait cette espèce de catharsis qui se produise. Pourquoi je cite Henri Le Sceau? Henri Le Sceau est un moine bénédictin qui est parti de France pour aller en Inde apporter, soi-disant, le Christ aux hindous. Et quand il est arrivé en Inde, il s'est aperçu que, en fait, il n'avait rien à apporter aux hindous parce que les hindous en savaient 1000 fois plus que lui sur Dieu, sur la spiritualité. Donc, il a commencé à poser sa magnifique robe de bure, à arrêter de chanter en grégorien, à arrêter de bouffer de la viande et de boire du vin, et il a mis ce qu'on appelle un kavi, c'est-à-dire une robe orange, et il est devenu moine sannyasin. Bon, c'est une autre histoire, ça, mais ce que je veux dire pour revenir au livre, c'est que Pierre Lombard, il remplace en fait François Potier. Oui. François Potier, qui était titulaire du poste, est quelqu'un qui a fait un cheminement, non pas mystique, mais spirituel. Parce que non seulement c'était un très bon représentant, bien meilleur que Lombard, mais en plus, il a pris ces 6 mois d'année sabbatique pour comprendre. Et d'ailleurs, Lombard, pour mieux comprendre qui était ce François Potier qui le dérange un peu, il va lire les livres qu'il a écrits, parce que François Potier, lui, il a publié des livres. Il a publié des livres chez Georges Saison, qui est un éditeur qui existe, qui n'a pas ce nom, mais qui existe. Et il y en a un qui s'appelle Les cicatrices des larmes. Et il y en a un qui s'appelle Les cicatrices des larmes. Ça, c'est un livre que moi, j'ai écrit, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce que ça, c'est des clins d'œil. Je m'amuse à mettre des choses comme ça dans mes livres. Parce que, comme je suis un peu balsacien, il y a aussi des personnages qu'on va retrouver, que j'ai mis dans d'autres romans et qu'on va retrouver dans ce roman-là, bien sûr. Bien sûr. Mais donc François Potier, d'abord, il s'appelle François Potier, pourquoi? Parce que François, d'ailleurs, c'est un prénom que j'aime beaucoup, d'une part, et Potier, parce que c'est le pot, c'est le potier, c'est celui qui fait le pot, celui qui va monter le pot avec la terre glaise. C'est pour ça qu'il s'appelle François Potier. D'accord. Ce François Potier, donc, vous l'avez envoyé en Inde. Oui, il part en Inde, effectivement, il fait un voyage, mais moi j'ai connu un représentant qui ressemble à François Potier. Je ne peux pas dire son nom, mais il y a quelqu'un qui ressemble à François Potier, bien sûr, avec qui j'étais représentant, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il s'en connaîtra, c'est pas sûr, parce qu'il écrit des livres aussi. Il est devenu romancier entre-temps, mais oui, bien sûr, François Potier, il a aussi existé, enfin, il existe en tout cas. Ouais. Pas à ce point, mais oui. Et puis Lombard, il est inquiet parce qu'il se dit, bon, je fais un remplacement. Est-ce que je vais avoir le poste? Enfin, je veux dire, parce qu'il y a quand même le réel qui est là, il y a le social. Lombard, il n'a plus d'argent, quoi. Enfin, il est encore au chômage, mais ce n'est pas une situation. Ce que lui dit Jean Aldebert, le bouquiniste, il lui dit, mais mon vieux, il faut vous remettre en selle, là, parce qu'effectivement,
il pense que Balafon, son grand patron, n'a pas tout à fait tort. Peut-être que le petit père Lombard, il n'est pas bien dans sa tronche, quoi. Ça ne va pas très bien. Donc, c'est mieux qu'il se remette au travail, parce que quand on ne va pas bien, c'est bien le travail. Moi, j'ai fait une très, très grave dépression et j'ai continué à être représentant pendant ce temps-là. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il ne faut pas se laisser couler. Quand il croise le SDF, quand il revient dans la grande ville et qu'il croise le SDF, il comprend que s'il lâche prise, il va ressembler à ce gars-là. Et ce gars-là, on n'a rien contre eux, bien sûr, mais il ne veut pas ressembler à ça. C'est pour ça qu'il y a une espèce de sursaut et qu'il va aller dans cette petite structure de diffusion avec sa dromadaire pour vendre des livres. Et c'est ça qui va l'aider d'ailleurs. Pierre Lombard, en fait, ne rencontrera pas dans le livre François Pottier. Il le rencontre vers la fin. Mais c'est une rencontre très brève parce qu'il lui demande ce qu'il a l'intention de faire. Et François Pottier, on sait très bien que probablement il ne reprendra pas le boulot parce qu'il est dans une sorte, non pas d'ashram, mais d'une espèce de lieu qui aide les autres enfin, à reprendre pied, en fait. Parce que Pottier, lui, continue son chemin et donc il s'est dédié aux autres, en fait, d'une certaine façon. Mais de toute façon, ce n'est pas un problème puisque il va y avoir Malcolm Alistair avec la grande structure qui va racheter la structure. Et de toute façon, ça existe aussi. Hein. Dans l'édition sans éditeur, Chiffrin raconte ces histoires, raconte comment lui, aux États-Unis, sa maison a été rachetée par une grande holding et comment il a été foutu à la porte. Alors qu'il faut lire, François, je me permets en tant que représentant de vous dire qu'il faut que vous fassiez une pile dans votre librairie de l'édition sans éditeur qui est parue, je crois, à la Fabrique, où vraiment Chiffrin, dont le père a créé quand même les éditions de la Pléiade. Il ne faut pas oublier que le père Chiffrin travaillait pour Gaston Gallimard, mais il y avait un problème en 1944, en 1942 même, c'est que Chiffrin était juif. Et en 1942, c'était problématique. Donc, il a été licencié sur une seule ligne en disant « Vous ne faites plus désormais partie du personnel ». Le créateur de la Pléiade. Je n'invente rien et je ne médis pas, puisque ce que je vous raconte est en toutes lettres dans l'édition sans éditeur. Et c'est Gide qui va aider Chiffrin à passer aux États-Unis et qui va en quelque sorte lui sauver la vie. Merci Gide. Donc, Chiffrin raconte tout ça dans l'édition sans éditeur. Mais pour vous expliquer, Françoise, que tout ce que je raconte, ça existe. En fait, une fois de plus, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, fiction, réalité, la navette qui tisse sans arrêt le linceul de Pénélope, hein, qu'elle défait le soir, hein, vous savez. Et donc, tout ça fonctionne, quoi. Tout ça fonctionne. On n'écrit pas à partir de rien. Ça n'existe pas. Et les gens qui vous disent « Ah, mais moi, je ne suis pas dans ce roman, c'est pas moi », c'est pas vrai. On écrit tous avec des éléments de notre vie. Je pense, moi. Et après, il y a toute une partie du livre, donc, où vous parlez des lieux, des lieux souvent sans âme, où Pierre Lombard est obligé de passer, de dormir, de rencontrer des gens pareils qu'il ne fait que croiser, qui existent à moitié. Et puis, il y a ces gens aussi qu'il rencontre, des bibliothécaires, des libraires, des gens qui ont des maisons de la presse ou des directeurs de centres culturels. Et là, il y a tout un monde que vous créez ou que vous restituez. Je le restitue parce qu'effectivement, comme ce livre est un peu un puzzle, parce que bien sûr, il y a peu de représentants qui vendent des encyclopédies du monde moderne et qui après vont vendre des livres de poésie extrêmement pointus. Ça, c'est vraiment de la fiction. Généralement, ça n'existe pas. Bon, moi, j'ai travaillé dans une structure qui faisait un peu ça, mais on ne vendait pas des encyclopédies, on vendait toutes sortes de livres, mais ça restait quand même de la littérature dans des bibliothèques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça à l'époque. Mais c'est un peu, voilà, on va vendre un peu ces livres-là, mais j'ai fait plusieurs morceaux. C'est un peu un puzzle finalement, parce que ce pauvre Lombard, il vend de tout finalement. Dans sa bétaillère, enfin dans sa dromadaire, il a un peu de tout, quoi. Voilà, mais c'est important aussi qu'ils vendent des livres. L'encyclopédie papier, qui n'existe plus maintenant. On ne vend plus d'encyclopédie papier. On pourrait pas. Rappelez-vous, il y a des années, on vendait quand même des encyclopédies au porte-à-porte. Qui pourrait vendre des encyclopédies au porte-à-porte aujourd'hui? Il tisse aussi de belles relations avec certaines des personnes qu'il rencontre. Oui, bien sûr, il y a de très belles rencontres. Il y a de très belles rencontres avec des bibliothécaires. Il est vraiment touché aussi. Il y a aussi de très belles rencontres avec des libraires. Et puis, il y a aussi des bibliothécaires, notamment la bibliothécaire qui lui explique que en fait, Borges n'a rien écrit. Il y a des moments, bon, il rencontre aussi des gens hauts en couleur, quoi, oui. Bien sûr. Mais ça, c'est un peu le côté un peu Cervantes de l'affaire. Il faut un peu sourire parce que sinon, ce serait
ce serait l'étouffe chrétien, ce livre, quoi. On sourit quand même pas mal, parce que justement, même s'il y a de la violence dans l'écriture, il y a aussi beaucoup d'humour, parce que les images nous surprennent et nous font rire quand même. Il y a des vraies respirations de toute façon. Oui, puis même Lombard, lui, des fois, il rit de lui-même, il rit de ses clients, il rit de son boulot, parce qu'il y a un aspect effectivement dérisoire. Comment ce type qui a été remarquablement bien payé, qui était un type qui était quand même dans le staff de ceux qui avaient réussi quand même, se retrouve du jour au lendemain, plus rien, plus personne. Et ça aussi, il y a une espèce, j'ai voulu ça, ce décrochage avec la réalité. Je pense que ça existe, mais peut-être pas à ce point. Peut-être que j'ai un peu forcé le trait pour les besoins de la fiction. C'est possible, c'est possible. Nathalie? Oui, je suis revenue, je vous écoute avec beaucoup d'attention. On vous écouterait parler pendant des heures parce que Christian est un puits de science. Je pense que moi, j'aurais bien aimé le rencontrer aussi. Je sais que Christian, pour la petite histoire, a été bibliothécaire au CDI de Caussade, où moi je vis. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de la voir si je n'étais pas au collège à Caussade à cette époque-là. En tout cas, j'ai des questions. J'ai beaucoup de questions par rapport à ce titre. Pourquoi, Christian, un titre aussi long? Et d'où vient l'histoire de ce titre? Parce que je crois qu'il y a une histoire dans ce titre. Alors oui, il y a une histoire. Il y avait il y a quelques années un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait La vie, je crois, réelle de Edwin Muloz, écrivain américain. C'était paru chez Albin Michel, j'aimais beaucoup. Et puis, ce livre qui s'appelle La vie fugitive est aussi un livre, le titre La vie fugitive, c'est un titre d'un écrivain japonais que j'aimais beaucoup aussi. Et donc, j'ai un peu... Hein, j'ai chinois, je crois qu'il s'appelle Shenfu. Peut-être bien, ouais. Je ne me rappelle plus maintenant de l'auteur, mais je sais que La vie fugitive, ça m'avait beaucoup plu. Et donc, mes réels, donc j'ai fait ce titre un peu, j'ai fait un montage en quelque sorte. J'ai fait un emboîtage, voilà. Mais c'est vrai qu'il est un peu long. Mais bon, Finitude l'a pris, donc j'étais très content. Parce que l'éditeur, la première chose qu'il faut faire, c'est changer le titre. Il dit non, ça ne se vendra pas, on change le titre. Alors des fois, moi, j'ai beaucoup de mal avec, parce que j'aime bien mes titres, moi. Et la photo est très belle, la couverture est très belle aussi. Oui, elle est très belle. Elle va bien avec. Ouais, ça, c'est. Voilà, ça, c'est l'archétype du représentant, quoi. Mais il monte vers la lumière, quoi. Mais voilà, il part d'en bas, là, et il monte vers la lumière, parce qu'il monte vers la rédemption, ce pauvre Pierre Lombard. Absolument. Alors, justement, on va parler de votre éditeur, parce que Annie pose la question suivante. Vous avez écrit 6 romans chez Finitude, si je ne me trompe pas. Est-ce que pour vous, c'est important d'être fidèle à son éditeur? Très, très important. Très important parce qu'un écrivain sans éditeur, ça n'existe pas. Et moi, je suis définitivement contre le fait de publier à compte d'auteur. Moi, je pense qu'il ne faut pas, ça, je lance un message à tous les jeunes auteurs, essayez de ne pas publier à compte d'auteur parce que déjà, vous allez perdre de l'argent, votre livre ne sera pas diffusé, sauf si vraiment c'est une vocation. On va vous dire, oui, mais Proust, non, mais attention, Proust, c'est encore une autre histoire. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la littérature et pourquoi le livre de Proust n'a jamais été lu chez Gallimard. Bon, passons, je ne vais pas vous faire mon numéro, mais je pense qu'il faut qu'un éditeur prenne en charge. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, puisque j'ai travaillé dans les maisons d'édition. Sur 1000 manuscrits qui arrivent dans une maison d'édition, où tous seront lus, un seul sera publié. C'est 1 sur 1000. 1 sur 1000. Et vous vous rendez compte tout ce qui paraît encore aujourd'hui. Et pourtant, imaginez-vous derrière l'iceberg, imaginez-vous ce qu'il y a comme manuscrit dessous. Donc, il faut vraiment, si on est un écrivain digne de ce nom, il faut vraiment travailler jusqu'à ce qu'un éditeur dise « je prends ». Même si c'est un petit éditeur au fin fond de la Bretagne ou au fin fond du Rio Concho, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'un éditeur dise « allez, je joue 3 copecs sur ta casaque ». Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Et vous avez envoyé par courrier à Finitude votre manuscrit ou non, comment vous avez fait pour l'envoyer? J'avais un premier éditeur qui s'appelait Le Temps qu'il fait, Georges Monti, et j'avais publié déjà 2 livres chez lui, et je lui ai envoyé le petit exercice d'admiration sur Marc Bernard, et pour plein de raisons, il ne l'a pas pris. Et puis, il y avait un lecteur qui s'appelait Thierry Gilibeuf, que tout le monde connaît, puisqu'il est aussi traducteur, et traducteur de la poésie, qu'il a pris en lecture et qu'il a amené à Finitude. Et là, à cette époque-là, Finitude commençait, c'était une toute petite maison d'édition à Bordeaux, avec Emmanuel et Thierry Boiset, qui sont d'ailleurs depuis devenus des éditeurs remarquables, et ils ont pris ce livre. On a beaucoup travaillé, parce qu'avec Thierry et Emmanuel, on travaille beaucoup sur les manuscrits, parce que moi, je donne toujours des 1000 feuilles comme ça, il faut travailler, et c'est comme ça que j'ai commencé avec eux, sur Marc Bernard. D'ailleurs, on a redécouvert un peu Marc Bernard grâce à ce travail-là, qui est un écrivain nîmois, d'ailleurs.
Et alors, vous écrivez d'abord avec le stylo ou Ah directement oui, sur oui, oui, oh là l'ordinateur? là. Vous savez, c'est bien parce que la mise de fond, elle est pas très, très, très importante. Voilà le stylo avec lequel j'écris. Et voilà le genre, je vous montre puisqu'on a la caméra, c'est bien. Et voilà le genre de manuscrit, de cahier avec lequel je me sers. Oui, c'est pas très compliqué. D'accord. Voilà. Depuis toujours. Et après, alors maintenant, parce qu'il y a les machines modernes, nous en sommes un pur exemple. Après, on commence à mettre sur ordinateur parce qu'on peut imprimer les feuilles et c'est quand même bien. Mais pendant des années et des années, je n'ai écrit que sur des cahiers, moi. Et après, avec les touches. La vieille Remington là, qui faisait un bruit d'enfer, qui empêchait mes compagnes de dormir. Voilà. Et est-ce qu'il vous arrivait justement, en retapant votre texte, de changer complètement des passages ou de... Oui, oui, oui. Ouais, Alors, ce qu'on faisait, c'est beaucoup. que, oui, oui, on changeait les passages, on coupait les nouveaux passages et on les collait. C'est le copier-coller quoi, de maintenant, et on les collait sur les manuscrits, ce qui fait qu'en fait, c'était un travail de romain. Quoi. On pouvait passer des mois, enfin, moi en tout cas, je passais des mois à faire ça, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, Christian, il y a une question d'une consoeur que vous connaissez bien, qui s'appelle Emmanuel Paul, qui est aussi publiée chez Ah, la Finitude, merveilleuse Emmanuel Paul, que qui a une j'embrasse. question à vous poser. La question Alors, suivante, est-ce que ce stupide virus vous inspire? non, il ne m'inspire pas spécialement. Je regrette pour les libraires, les pauvres, qui sont obligés de faire des pieds et des mains pour continuer à vendre des livres à leurs lecteurs acharnés. Non, ça ne m'inspire pas véritablement. Je trouve que c'est une pandémie mondiale qu'on peut vraiment regretter. Et il faut faire très attention et que les gens mettent des masques, se lavent les mains et fassent très attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts, donc ce n'est pas non plus une rigolade. Mais non, ça ne m'inspire pas spécialement. Non. Je ne suis pas un auteur de fiction ni de science-fiction, donc voilà. Non. Alors par contre, Nicolas, une question par rapport à tout ce que vous avez fait dans votre carrière. Quel regard portez-vous sur le monde littéraire et de l'édition actuelle? Ah, Mhm. ah. Vous avez le droit de tout dire, hein. Je pense que l'édition. Alors moi, quand j'ai commencé, je pensais que ça allait être ma nouvelle famille, que c'était un monde merveilleux, remarquable, où tout le monde était un samouraï, il n'y avait que des gens très purs, très merveilleux, extraordinaires. Mais ce n'est pas vrai. C'est un monde comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens formidables, il y a des gens qui sont guidés par leur ego, d'autres, et l'ego plus fort dans le milieu du livre et de l'édition. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que c'était un monde comme tous les mondes, où on rencontre des gens formidables, merveilleux, et d'autres qui le sont moins. Alors, il y a une question de Bruno qui vient d'arriver, je vais la lire. Ce roman est-il un roman français? Oui, c'est un roman français. C'est un roman français écrit par un Français, qui fait l'effort orthographe, mais quand même. Annie France voudrait savoir son ou ses prochains romans. Est-ce que vous êtes en cours d'écriture? Oui, oui, je suis en cours d'écriture, je suis en train d'écrire, je peux commencer à en parler, l'histoire d'une femme peintre qui est aveugle. Mais j'en dirai pas plus, elle est aveugle et Non. on ne sait pas comment elle fait pour peindre, mais elle peint parfois des poules beaux et parfois des choses, des chefs-d'œuvre. Et on ne sait pas comment elle fait, mais c'est toute l'histoire du roman, donc je ne vais pas le dévoiler maintenant. Non, 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 non. En tout cas, moi, je n'ai plus de questions. Avant de vous laisser la parole, ou si Françoise a une dernière question à poser à Christian, je ne sais pas, Oui, peut-être. oui. Françoise, Ça y est, je peux? est-ce que... Oui, 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 tout Oui, à fait. allez-y. Moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous savez que le roman est terminé, ou même quand vous l'écrivez, quand est-ce que vous savez que vous allez aller jusqu'au bout? Bonne question, difficile. Je crois, Françoise, que c'est une question de musique. On lit, on relit. Et moi, maintenant, j'ai commencé à écrire, effectivement, j'avais 16 ans, 15 ans peut-être même, quand j'ai commencé à écrire, écrire, vouloir être écrivain, j'avais 14 ans, mais je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que c'était écrire. Je voulais être écrivain. Mais bon, je ne savais pas. Donc, à ce moment-là, on se met à écrire et puis les années passent et puis on travaille et puis on travaille. Et puis moi, maintenant, je sais quand ce que je fais n'est pas bon parce que je suis un grand lecteur. J'ai été un lecteur de maison d'édition. Je lis des manuscrits quand j'étais en librairie ou quand j'étais bouquiniste. J'ai lu beaucoup de manuscrits. On m'en donne encore. Il y a des gens que j'ai aidé à écrire, à publier. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que j'ai faites. Mais moi, maintenant, je sais quand ça ne sonne pas, quand la musique n'est pas bonne. Et quand la musique n'est pas bonne, ben, c'est pas bon, il faut recommencer, quoi. 100 fois sur le métier, recommencer, recommencer. De toute façon, ce que je vous disais tout à l'heure, quand je rencontre un jeune auteur, je dis attention, c'est une vie.
c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et si vous commencez, vous ne pourrez pas en sortir. Et si vous êtes une jeune femme, ça va être poser des problèmes avec votre compagnon et vos enfants, pas tout le monde. Et si vous êtes un jeune homme, c'est pas sûr que votre compagne, elle apprécie que vous passiez 8 heures par jour à travailler, à écrire, sans être sûr d'un jour d'être publié, et même si vous êtes publié, sans être sûr de vendre des livres, parce qu'il y a aussi cette histoire. On passe 10 ans à écrire un livre et on en vend 300 exemplaires. Il faut continuer, il faut s'arrêter. Ça, c'est une décision qu'on prend seul. Qu'on prend seul. C'est pas... Il y a une maison d'édition qui s'appelle le Joca Seria, le jeu sérieux. Ouais, c'est un jeu sérieux. C'est un jeu très sérieux. Et vous, libraires, avertissez. Je suppose qu'on vous amène des fois des manuscrits à lire, non? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ça ne vous arrive pas, ça? Non. Ça ne vous arrive pas? Moi, oui. Ça vous est jamais arrivé dans votre carrière? Si, mais rare. Moi, oui. Plus comme bibliothécaire que comme libraire, en fait. D'accord. Parce que moi, ça m'est beaucoup arrivé. Et il y a des gens, je dis non, quoi. Vous n'y êtes pas, quoi. Il faut recommencer. Alors les gens, comme c'est une histoire d'ego, les gens, ça leur fait beaucoup de mal. On prend beaucoup de gants. Mais quand même, dire à quelqu'un non, vous n'y êtes pas, c'est difficile. Et moi, je leur dis, mais écoutez, ok, j'ai l'air dur comme ça, mais vous ne vous rendez pas compte ce que c'est. Si vous n'arrivez pas à écrire un livre, vous allez emmerder tout le monde, à commencer par les gens autour de vous. Réfléchissez avant de commencer. Mais ils ne vous écoutent pas, parce que l'ego pulse. L'ego pulse. Mais il faut le temps. J'ai une dernière question qui vient d'arriver, Christian. Pourrait-on associer les cocktails de piano-bar avec les cigares du VRP? Et entre parenthèses, il y a marqué Trambert. Alors, j'imagine que c'est Bertrand. Ah oui, Trambert, mon ami Trambert. Dites-lui qu'il n'y a pas de problème. Il peut. Trambert, je le salue d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas, moi je voudrais dire à nos amis lecteurs qui n'ont pas encore lu le livre de Christian Estève, qui est sur toutes les tables de librairie, qui s'appelle La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP, aux éditions Finitude. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies qui font le... Alors j'ai lu ça passer sur les réseaux, clique et cueillir. Je trouvais que c'était pas mal comme... Joli, comme ouais, c'est joli. Ouais, c'est pas mal. Joli. En tout cas, vous pouvez le trouver chez Françoise. Vous faites le système click and collect, j'imagine, Françoise. Retrait des commandes. Retrait des commandes, voilà, c'est mieux de franciser. Donc voilà, vous pouvez trouver la carte de toutes les librairies qui font ça sur le site de notre partenaire qui est lecteur.com. Avant de vous laisser le mot de la fin, je vais dire que demain, on va faire une connexion avec le Québec parce que nous recevons Marie-Ève Thuot qui a sorti un premier roman à la rentrée littéraire qui s'appelle La trajectoire des confettis aux éditions du Sous-sol et elle sera accompagnée par Adrien Bosque, le fondateur des éditions du Sous-sol. Françoise, merci d'avoir été avec nous, d'avoir si bien animé cette rencontre. Christian, merci d'avoir été là. On va remercier au passage quelqu'un qui va se reconnaître, Théo, d'avoir pu faire en sorte que tout puisse se faire correctement. Je vous laisse le mot de la fin. Ce soir, on n'a pas de générique exceptionnellement, donc on va se quitter dans le noir tranquillement parce qu'il fait nuit, mais je vous laisse le mot de la fin avant. Vous laissez le mot de la fin à Christian. À vous et à Christian, allez-y. Nous... Waouh, le mot de la fin, il a combien de temps? Vous avez 3 minutes, tous les deux confondus. On va faire un mot de la fin sérieux peut-être. Il y a un thème qui revient dans tous les livres, est-ce que c'est par hasard? C'est le thème de la rédemption. Non, oui, c'est le thème de la rédemption. Je pense que moi, quand j'ai commencé à écrire, je pense qu'il y a une idée comme ça que écrire, c'est quelque chose c'est quelque chose de sacré. Moi, je suis rentré en littérature comme on rentre en religion. Ma mère voulait que je sois prêtre, je n'ai pas été prêtre parce que je ne voulais pas lui obéir. Peut-être j'ai eu tort d'ailleurs. Mais vraiment, au début de mon travail d'écrivain, l'écriture pour moi, c'était vraiment rentrer en religion. C'était vraiment quelque chose de sacré. Ça l'est toujours par certains côtés. Ça l'est toujours. Je pense que, bien sûr, je sais que maintenant, je suis le prêtre d'une religion qui n'existe pas. Parce que ça n'existe pas, tout ça, au fond. Mais c'est vrai que cette idée de rédemption, elle traverse complètement mes livres parce que écrire pour moi, ça a été aussi sortir du milieu qui était le mien, que je n'aimais pas beaucoup, et ça a été pouvoir aller à la rencontre de la beauté. Et ça, c'est très important pour moi. Ça a guidé toute ma vie, ça. Ça la guide encore d'ailleurs. C'est une très belle conclusion. Jusqu'à... Très belle conclusion. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et à très vite. Et Christian, on a hâte de lire le prochain roman, du coup, maintenant qu'on connaît le sujet. Bientôt, quand il sera terminé. Merci. Parfait. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.